emportent vers leur foyer les soldats de la liberté. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé de faire de la France un protectorat. Un formidable outil de propagande. L'Amérique vit par la guerre. Il y a toujours eu un lobby américain en France. Bonjour, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Yves Pozzo di Borgo, qui était sénateur de Paris de 2004 à 2017. Tout à fait. Donc sénateur centriste de Paris, président du groupe centriste au Conseil de Paris de 2008 à 2014. Et Yves Pozzo di Borgo, qui est un observateur depuis un demi-siècle de la vie politique, un acteur de la vie politique française, vient aujourd'hui nous parler de sa connaissance de la stratégie américaine en Europe et notamment en France. Ajoutons aussi qu'il a été vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Et donc, et de la Commission européenne aussi. Et de la Commission des Affaires européennes. Et donc, vous avez été au cœur de nombre de discussions, et notamment sur tous les questions aussi de rapport avec, entre la Russie et l'Union européenne. Donc, vous avez connu politiquement les États-Unis à partir de 1984, me disiez-vous. Dans quelles conditions et quelles ont été vos premières impressions dans cette Amérique où venait d'être élu Ronald Reagan, et comment est-ce que ça a forgé chez vous des grandes lignes d'observation de la puissance américaine et de ses rapports avec l'Europe? Oui, j'étais déjà allé aux États-Unis et j'avais un stage de 2 mois à Louisville, dans le Kentucky d'ailleurs. J'ai toujours bien aimé, moi, les États-Unis. Pour moi, puis je suis une génération d'après-guerre, hein, plus jeune que vous, mais pour nous, les États-Unis, c'était un énorme pays, un grand pays. On admirait, on aimait le style de vie américain. D'ailleurs, on était très façonnés par ça. Et c'est vrai que c'est les années... Donc, je suis allé en 84, j'étais invité comme Young Leader par le gouvernement américain. Ils pensaient à l'époque que j'étais président de la République. Bon, ils peuvent se tromper, ça arrive. Mais enfin, je plaisante en disant ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens invités étaient très peu nombreux. Hein. C'était pas comme maintenant, où ils sont un peu plus nombreux, même s'ils sont de qualité, c'est pas ce que je veux dire. Et j'étais allé 15 ans avant, j'étais allé, j'avais fait 2 mois aux États-Unis dans une université, puis après un stage, je me suis dans une banque. J'étais vraiment, et puis j'avais après circulé dans tous les États-Unis. En Greyhound, vous savez, à l'époque, on visitait les États-Unis en Greyhound. Et c'est un pays que j'adore, enfin que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs. Hein, bon. Et puis après, je suis arrivé en politique. Alors c'est vrai que j'ai eu cette très intéressante voyage de Young Leader. Hein, c'est une chose assez intéressante. D'ailleurs, la France le fait pas au même niveau que les États-Unis, mais je trouve que c'est des bonnes initiatives que prennent chaque pays. Alors les États-Unis, eux, ont beaucoup de gens qui les invitent. Hein. Et c'est une expérience que je n'ai pas regrettée. Et après, c'est vrai que quand je suis arrivé comme sénateur, je suis allé plusieurs fois aux Nations Unies, je suis allé plusieurs fois dans le cadre de l'UO, dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE ou du Conseil d'Europe, parce que j'étais membre de ces 2 assemblées parlementaires, ou même de l'Assemblée parlementaire mondiale, parce que j'étais un des rares parlementaires, je crois même le seul parlementaire européen, à être dans tous ces parlements internationaux. Et j'ai commencé à réfléchir un peu sur l'action et sur le rôle que les États-Unis ont dans le monde, et puis surtout en Europe et en France. Et c'est vrai que j'ai affiné mon analyse, et puis j'ai commencé à réfléchir. Et lorsque j'ai terminé le Sénat, j'ai même écrit un livre que je n'ai pas fait paraître, où j'avais essayé de comprendre ce pays, ce grand pays. Et je me suis rendu compte derrière l'image positive que j'en avais. Moi, j'étais vraiment fasciné par les États-Unis. C'est un pays de principe, un pays de grande démocratie. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait non pas des faiblesses, mais il y avait des éléments toxiques. Et notamment, les éléments toxiques, je crois que c'est la logique du pouvoir américain. Et c'est comme ça que je l'ai déterminé. Alors, cette logique, c'est quoi? Il faut bien comprendre que les États-Unis, et c'est un petit peu le sens du livre que j'ai écrit, mais que je n'ai pas fait paraître, en fait, leur politique, c'est le dollar, et derrière le dollar, la politique de l'énergie et le complexe militaro-industriel. Il faut bien comprendre que tout ce qui se fait depuis 1945, c'est dans cet esprit-là. Contrôler l'énergie
et vendre son énergie et contrôler la gouvernance mondiale par le biais du complexe militaro-industriel. Sur le complexe militaro-industriel, je vais juste vous rappeler qu'en des années 30, il faut d'ailleurs peut-être que Branca vérifie ce chiffre, autant que je sache, dans mes premières informations, les États-Unis avaient une armée fédérale de 70 000 hommes, avec des fusils. C'est rien du tout. Et puis, il y a eu un président très intelligent qui s'appelle Roosevelt, qui a été élu et qui a commencé à voir qu'en Europe, avec l'arrivée d'Hitler, il allait y avoir une guerre mondiale. Et alors que son opinion publique n'était pas prête, qu'en plus de ça, il y avait également une partie de son opinion publique et même de ses banquiers qui finançaient Hitler, qui étaient considérés que Hitler était un grand homme et qu'il fallait travailler avec lui. Il faut bien comprendre. Il a compris qu'il fallait qu'il prépare l'économie américaine à une guerre et que la guerre se ferait par l'industrie. Et c'est là qu'il a commencé à investir, si vous voulez, dans une économie de guerre. Il faut comprendre qu'à partir, autant que ce que moi j'avais lu, j'espère que c'est vrai, que je ne dis pas de bêtises, qu'à partir de 1942, vous n'avez plus une seule voiture qui sortait des usines d'Amérique. C'était des tanks, c'était des avions, c'était des bateaux. Et il a transformé vraiment l'Amérique en une énorme industrie de guerre. D'ailleurs, c'était le discours de Gaulle le 18 juin, quand il a dit que ce sera une guerre où l'industrie, enfin la mécanique, gagnera sur le reste. Et on a gagné la guerre pour ça. Quand on prend un chiffre, c'est très simple. Les Allemands, qui étaient quand même des soldats aguerris, il faut bien comprendre que, par exemple, rien qu'en char, entre les Russes et l'Amérique, nous avions 249 000, on a produit 249 000 chars. Et les Allemands en ont produit 48 000. Donc, si vous voulez, la force mécanique, si vous voulez, a été le résultat de la guerre. Mais quand la guerre est terminée, vous vous rendez compte que toute industrie est une industrie de guerre. Et cette industrie de guerre, si vous voulez, moi, je n'ai pas réussi à savoir le chiffre exact, mais moi, j'avais estimé à l'époque, mais je n'ai pas réussi à bien déterminer le chiffre, que 70% du PIB américain était l'industrie de guerre. Eh bien, elle s'est développée. Et pour se développer, il a fallu qu'elle fasse des guerres. Et d'ailleurs, vous avez un président qui s'appelait Eisenhower, qui était le général, enfin, je crois qu'il était général, qui avait permis, si vous voulez, de sauver l'Europe, parce qu'il avait, lui, organisé le débarquement, est devenu président. Après Truman, il a été 2 fois président. Et vous avez Eisenhower, qui était un homme de guerre, mais qui a compris qu'il fallait arriver à la paix, et qui, à la fin de son mandat, a fait une déclaration à tous les États-Unis, à tous les membres de toutes les chaînes des États-Unis, pour dire, si nous n'arrêtons pas, si nous diminuons pas le complexe militaro-industriel, nous serons toujours en guerre. Et c'est ce qui s'est passé pour les États-Unis. Les États-Unis sont en guerre depuis 1945 et je crois qu'ils ont le chiffre d'être de 40 ou 45 guerres. Il y a la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, partout ils ont fait la guerre. Le Panama, partout. Ils étaient tout le temps en guerre. Et là, je me souviens encore, dans le cadre des rapports que j'avais faits sur la relation Union européenne-Russie, j'étais allé à Moscou et puis j'avais demandé à voir l'ambassadeur des États-Unis. C'était l'actuel patron de la CIA, mais il n'était pas là, donc il m'avait fait envoyer son responsable, enfin son numéro, enfin son conseiller politique. Et je me suis dit, on avait passé 2 heures ensemble, très agréable d'ailleurs. Et à l'époque, c'était en 2010, il y avait ce qu'on appelait le reset entre la Russie et les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne entente, puisque même à l'époque, les États-Unis ont tout fait pour que la Russie rentre dans l'OMC. Enfin, on s'entendait voir. Et là, je me souviens encore, ce responsable me dit, mais presque désolé, on n'a plus d'adversaire. Alors on est obligé de dire que c'est l'Iran qui n'a pas de bombe atomique à l'époque, peut-être qu'ils sont maintenant d'ailleurs, et la Corée du Nord. On est obligé de dire que nos grands adversaires sont l'Iran et la Corée. Et on les sentait perdus, parce qu'ils n'avaient plus l'occasion, si vous voulez, de pouvoir justifier leur énorme investissement dans la guerre. Prenez juste un exemple actuellement, le budget de l'Amérique, alors autour de, je crois, 1500 milliards, enfin le chiffre exact, vous l'aurez, mais vous vous rendez compte que sur ce chiffre de 1500 milliards, plus de 50% est consacré à la guerre, c'est-à-dire 890 milliards, je crois. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact, mais les proportions sont celles-là. Il faut savoir que les États-Unis, les États-Unis ont 840 bases militaires dans le monde. Quand vous pensez que la Chine en a une, je crois, dans la Corne d'Afrique, et puis la Russie en a une, je crois, ou 2, en Syrie. Enfin, mais quand vous pensez à ça, mais vous dites, mais comment voilà. Ça, c'est le complexe militaro-industriel américain qui est obligé de vivre pour faire vivre l'Amérique. C'est pareil pour le contrôle de l'énergie. Le contrôle de l'énergie, on l'a bien vu. La guerre en Syrie, la guerre en Ukraine, enfin, toutes ces guerres, si vous voulez, c'est parce qu'en fait, tout simplement, c'est la guerre du gaz. Et moi, je me souviens, quand j'ai fait un de mes rapports en 2010 sur la relation Union européenne-Russie, j'avais rencontré, c'est public d'ailleurs, je peux le dire, c'était le président Mestrallet,
c'est dans mon rapport au Sénat là-dessus, et il m'a dit oui, j'avais rencontré le président Poutine et qu'à l'époque, les Américains lui avaient demandé d'acheter du gaz, parce que les Américains étaient déficitaires en gaz. Donc j'avais demandé au président Poutine, c'était les années 2008, 2009 ou 2010, d'acheter du gaz. Il a dit oui, très bien, mais j'ai pas le temps de faire un tuyau, est-ce que vous pouvez nous fournir des bateaux? Et puis, très bien, le président à l'époque d'Engie avait dit oui, on le fera, il n'y a pas de problème. Et puis en fait, après, un an après, plus rien. Et en fait, tout simplement, c'est parce que les Américains étaient devenus excédentaires en gaz, par le biais du gaz de schiste. Et donc là, les problèmes ont commencé. Ça a été la guerre de Syrie, ça a été après la guerre en Ukraine. Parce que derrière tout ça, vous vous rendez compte que c'est le gaz et que le contrôle de l'énergie. C'est comme également, il y a 4 grands pôles gaz-énergie qui sont les États-Unis, la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et toute l'angoisse des États-Unis était de faire en sorte que l'Iran ou l'Arabie Saoudite s'entendent. Et c'est pour ça toutes les guerres qui est autour de cela. En fait, c'est un moyen, de déstabiliser les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Tout ça a changé avec la guerre en Ukraine, puisque vous avez vu que maintenant, la Chine a fait en sorte que l'Iran et l'Arabie Saoudite fonctionnent ensemble. Ça fait en plus... Et derrière tout ça, c'était aussi pour que le dollar repose sur la puissance militaire américaine. Le dollar repose sur la puissance énergétique américaine. Le dollar n'est plus actuellement adopté depuis 1973, n'est plus lié à l'or. Il est en fait fondé sur la puissance militaire américaine et sur la puissance énergique américaine. Et d'ailleurs, les Américains, il faut imaginer que les Américains ont 54 000 milliards de dettes au monde, à l'égard du monde. C'est-à-dire qu'ils créent tous les jours de la monnaie, sans problème, parce qu'ils savent que le dollar est appuyé sur ces deux choses, c'est-à-dire aussi bien l'énergie que la défense. Et c'est d'ailleurs, actuellement, ce qui se passe avec les BRICS, c'est un élément d'interrogation sur la fragilité des États-Unis. Moi, je pense que c'est un grand pays résilient. Donc, même si les BRICS, si vous voulez, sont en train de faire une monnaie unique, enfin, si on sent qu'il y a des mouvements forts des BRICS contre la puissance occidentale, c'est-à-dire Europe et Amérique, je pense que les États-Unis ont encore beaucoup de résilience et donc ils ne sont pas encore morts. Mais je voulais constater ça. Alors après ça, si vous voulez, on s'est rendu compte aussi que l'Europe, les Américains sont nos alliés, ils sont venus nous libérer. Enfin bon, on a beau dire tout ce qu'on veut, et puis surtout, quand il y a eu la fin de la guerre, et avec le plan Marshall, ils ont évité, si vous voulez, que l'Union soviétique, malgré l'accord de Yalta, si vous voulez, contrôle un peu l'ensemble du pays. Et c'est passé. N'oubliez pas que le Parti communiste en France était très puissant. Il y a eu même des tentatives de coup d'État. Pareil en Italie, c'était des grands pays européens, l'Italie et la France, et ils avaient. Et donc derrière, il y avait la puissance soviétique avec Staline qui était prêt à faire des... Et donc heureusement que les Américains ont été là, parce que les Américains, en investissant par le biais du plan Marshall, en poussant aussi à la création de l'Europe. Alors là-dessus, c'est vrai qu'il y a les adversaires d'Europe qui disent « Ah oui, c'est les Américains qui ont créé l'Europe ». C'est vrai que les Américains ont voulu une Europe unie pour pouvoir mieux résister, mieux contrôler face à l'Union soviétique. Mais il y avait aussi, là, puisque là, moi je suis culture démocrate chrétienne, les gens comme Schuman, comme... comment ça s'appelle Adenauer et puis Gasperi en Italie étaient vraiment l'émanation de la pensée vaticane qui, elle, souhaitait qu'il y ait aussi une Europe unie. Voilà. Donc ce sont ces deux pensées qui ont fait qu'on a fait l'Europe. Plus Jean Monnet qui était... Et Jean Monnet qui était lui plus dans les mains des Américains. Mais Jean Monnet aussi, d'ailleurs, j'en ai reparlé récemment avec le président de l'association Jean Monnet, il m'a dit, mais tu sais, comme moi, Robert Schuman, c'est là où actuellement on a une dérive européenne qui est forte. Il me disait, mais tu sais, le même Jean Monnet était pour conserver les nations. Et moi, je me souviens, quand je suis arrivé dans le parti centriste, j'étais tout jeune, je dirigeais, j'étais président des jeunes centristes, donc j'avais tous les anciens qui me parlaient, notamment ceux qui avaient bien connu Robert Schuman. Ils m'ont tous dit, mais plusieurs fois, Robert Schuman voulait conserver les nations. Il avait fait son discours de dire on crée des solidarités pour faire l'union, notamment au niveau énergie, pour éviter une guerre entre l'Allemagne et la France. On crée des solidarités concrètes, il disait ça, mais par contre, il faut conserver les nations. Et je ne suis pas sûr, là, juste une réflexion, enfin un peu incidente, je ne suis pas sûr que de voir une Commission européenne complètement déconnectée des peuples comme elle est actuellement, ça ferait plaisir à tous ces fondateurs de l'Europe. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement perceptible entre ce que vous avez connu du système d'influence américain avant la chute du mur de Berlin et après et en même temps, est-ce qu'il y a eu des différences? Parce qu'on sait qu'il était beaucoup plus facile de financer des partis politiques en France avant la loi des 93 sur le financement des partis politiques. Donc est-ce qu'il y a eu un changement perspective dans
dans le mode de fonctionnement de la sphère d'influence américaine en France avec la chute du mur de Berlin? La chute du mur de Berlin, on a bien vu, enfin, quand on reprend un peu l'histoire, mais c'est une partie à étudier, on a bien vu que les Américains ont contrôlé la Russie jusqu'en 2001, jusqu'à l'arrivée de Poutine. D'où la tension de Poutine avec les Américains, bien qu'il voulait rentrer dans l'OTAN et qu'il voulait rentrer aussi dans l'Union européenne. Ça, c'est un fait. Je ne sais pas du tout. Moi, j'ai simplement l'exemple, j'étais à l'époque au PPE. J'allais souvent, je travaillais avec Pierre Magnery, qui était président de CDS, et souvent il m'envoyait au bureau du PPE, où à l'époque le PPE, c'était quand même, il y avait Kohl, il y avait, je ne sais plus combien, 7 ou 8 chefs d'État, il y avait Martins, il y avait, je ne sais plus, enfin c'était vraiment une réunion, enfin moi je représentais rien, mais je représentais mon président. C'était une réunion à plus haut niveau. Et là, c'est vrai qu'on a bien senti qu'il y a eu tout un travail qui a été fait, mais là, je ne pense pas par les Américains, et je pense par l'Union européenne, enfin par les pays européens, c'est-à-dire l'Allemagne essentiellement, la France et autres, notamment l'Allemagne, qui ont fait en sorte de créer des partis, si vous voulez, des partis qui correspondent un peu au parti qu'il y avait en Europe. Moi, je me souviens, j'avais fait un voyage en Roumanie juste 15 jours après la mort de Ceausescu. Et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'efforts des Allemands, des Français beaucoup moins, pour essayer de faire en sorte de créer des partis qui correspondent aux grands partis européens, les partis libéraux, les partis démocrates chrétiens, les partis de gauche, enfin, parce que ce n'était pas structuré. C'était des pays qui n'étaient pas structurés au niveau de la vie politique, qui découvraient la vie politique. Alors, l'influence, ce que je peux dire, moi, ce que j'ai connu, c'est une influence européenne forte sur ces nouveaux pays, qui sont rentrés après dans l'Europe et dans l'OTAN. Et j'ai pas bien, à l'époque, je percevais mal l'influence américaine. C'est pour ça que j'ai une sorte de... Je ne dis pas que j'ai un trou noir, mais j'ai peu d'éléments là-dessus. Peut-être que d'autres personnalités vont peut-être mieux expliquer que moi. Par contre, où là, j'ai commencé à bien voir l'influence américaine, c'est quand j'étais sénateur. Là, j'ai vu non seulement l'influence américaine, mais surtout la faiblesse des Européens face à l'influence américaine. Et moi, je considère que l'Amérique est nos alliés privilégiés, ça ne me choque pas, même si ce n'est pas un pays européen, même si je considère que l'Europe, c'est la Russie et l'Union européenne, c'est les deux. Je considère que l'Amérique n'est pas un pays européen, mais c'est aussi nos alliés à nous, et donc il faut en tenir compte. Mais là, quand j'étais sénateur, j'ai vu à quel point devant la faiblesse des chefs d'État européens, et également des faiblesses relatives d'ailleurs, et également de la pénétration des réseaux américains par le biais des instances comme McKinsey ou Berger, ou bien par l'instance des cabinets anglo-saxons qui étaient beaucoup plus lobbyistes que les cabinets européens. J'ai vu à quel point la Commission européenne était complètement contrôlée par les réseaux américains. Alors ça n'a pas empêché d'ailleurs, moi je me souviens, c'était quand il y a eu la réunion à Budapest avec Bush, le fils, Sarkozy et Merkel, ça n'a pas empêché d'ailleurs les Français de réagir. Moi, je me souviens même, quand est arrivé, la cause de tous les problèmes et de la guerre, lorsque l'OTAN a intégré tous ces pays de l'Est, alors qu'il y avait une sorte d'accord tacite de ne pas les intégrer dans l'OTAN, il y avait une sorte de barrière qu'avait demandé Poutine. C'était, je crois, en 2007, à la conférence de Munich. Il avait dit... N'intégrez pas la Géorgie et l'Ukraine, c'est nos pays. Vous n'oubliez pas, la Géorgie, c'était le pays de Staline, et l'Ukraine, c'était quand même l'histoire de la Russie. L'Ukraine, c'était le Kiev, était la capitale. C'est la volonté de la Russie de garder un glacis. De garder un glacis, voilà. Et ça, Poutine, tampon, dès 2007, il n'a pas changé de discours, il a dit non, voilà ça. Et Bush, lui, c'est toujours le cynisme des Américains, c'est là où on avait fait intégrer dans le petit chapeau de l'OTAN, il avait dit on va demander aussi à l'Ukraine et la Russie d'être intégrés dans l'OTAN. Et puis il y avait réunion à l'époque, il fait souvent des réunions, il y avait un comité OTAN-Russie, vous savez, donc à la réunion de Budapest, Poutine était là aussi. Alors c'est le conseiller de Sarkozy qui m'a raconté ça. Il voit débarquer Poutine qui prend parti Sarkozy, Merkel, et notamment Sarkozy, il dit mais comment j'ai demandé que la Géorgie et l'Ukraine restent hors de l'OTAN, et puis là, vous le mettez dans le compte-rendu. Et c'est là que Sarkozy a réagi, parce que le père Bush voulait le faire intégrer dès 2008. Et c'est là que Sarkozy, d'ailleurs, a imposé les choses. Il a dit à Poutine, d'abord, écoute, calme-toi, enfin, d'après ce que me dit son conseiller, je ne sais pas si c'est la phrase exacte, mais il a dit, l'Ukraine et la Russie, même si c'est dans le communiqué fait dans l'ordre du jour, dans le chapeau de l'OTAN, ne rentreront pas dans l'OTAN. Et il a imposé ça à Bush. En même temps, je sais qu'aussi, d'après ce que je sais, mais ça, il faudrait peut-être vérifier historiquement, peut-être avec des gens comme Lévy, je sais que la France et l'Allemagne ont essayé pendant toute une nuit de faire sauter ce chapeau. Ils ne sont pas arrivés. Mais ils ont quand même bloqué en disant ça ne rentre pas dans l'Ukraine et la Géorgie, ne rentre pas dans l'OTAN. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des présidents
qui avait comme allié l'Amérique, mais qui savait aussi résister. Moi, j'ai tendance à penser que depuis l'arrivée de la deuxième partie du septennat Hollande, notamment avec l'affaire de Syrie, et puis le septennat Macron, on est complètement... Alors là, on a laissé l'Amérique faire tout ce qu'elle veut. Et là, c'est terrible. Enfin, sur l'affaire de la dette. L'affaire de la dette, on a une dette qui est, je crois, actuellement 25% de la dette européenne, la dette française. On a, je crois, il faudrait peut-être qu'il y ait un économiste qui nous dise ça, mais je crois Macron a acheté pour presque plus de 200 milliards de bons de trésor américains. Alors que c'est des bons qui vont devenir fragiles. Cette dette-là, ça veut dire que derrière, les Blackstone et les BlackRock, ces grands ensembles financiers vont se précipiter sur la dette. La réforme des retraites, un jour ou l'autre, vous allez voir, elle risque de transférer. Ça, c'est déjà une politique, j'allais dire, d'influence américaine. Vous avez après ça, vous avez la stratégie sur les vaccins. La stratégie sur les vaccins a été copié-collé de la stratégie qui s'est passée américaine. On n'a pas eu une stratégie personnelle. On a vraiment accompagné la stratégie de confinement, de vente des vaccins, alors qu'avec les dégâts qu'on voit actuellement. Pareil aussi pour la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine, enfin, l'Europe était le continent de la paix. En plus de ça, l'Europe, moi je me souviens avec Hollande quand il était à négocier le 6 décembre 2014 avec Poutine, les accords de Minsk. Alors, je n'étais pas à négociation, mais j'étais dans l'avion présidentiel et je me souviens quand Hollande est sorti, Poutine l'a raccompagné, on a un peu parlé avec le président Hollande, bon, il y a des choses que je ne dirai pas, mais il était très fier de cette négociation. Et après ça, il ne faut pas oublier qu'en février 2015, les 28 pays européens, dont les Anglais, ont validé les accords de Minsk. Les accords de Minsk, c'était quoi? C'était tout simplement faire en sorte que les 4 régions qui avaient été rajoutées un peu artificiellement, vous savez Donbass, vous savez comment l'Ukraine a été créée. C'est quand Khrouchtchev a créé l'Ukraine. L'Ukraine, c'était d'abord du blé. C'était une terre agricole. Alors, pour rendre l'Ukraine industrielle, il a pris 4 régions russes qu'il a rajoutées, si artificiellement, à l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes depuis le temps. Pendant la guerre, d'ailleurs, vous avez d'un côté les gens de Kiev qui étaient avec les nazis allemands, et puis d'autre côté, vous aviez les gens du Donbass qui étaient avec les Russes. Et donc ça, c'est un problème, c'est une création artificielle. Et là-dessus, c'était quoi? Et les accords de Minsk, c'était une grande intelligence, parce que Poutine ne voulait pas, alors que les gens de toutes les 4 régions voulaient revenir en Russie, Poutine a dit non, on peut rester. On fait les accords de Minsk. C'était simplement permettre de dire à Kiev, à la Rada de Kiev, de voter un statut un peu comme le statut de la Catalogne en Espagne pour les régions. C'était tout. Et là, les Américains ont tout fait pour casser l'affaire. Et là, les Européens ont été absents. Ils se sont laissés dominer par les Américains. Le coup d'État de Maïdan, c'est ça. C'est vraiment un coup d'État américain, si vous voulez, qui a déstabilisé un président russe qui n'était peut-être pas très fréquentable, mais qui était quand même le président élu. Et là-dessus, tout est parti là-dessus. Et on a bien vu que là, à quel point la faiblesse de l'Union européenne sur cette affaire, quand vous pensez que... Attendez, mais déjà, on a vu l'expérience en Crimée, en 2014, quand les Russes qui avaient repris la Crimée, qui est un pays russe depuis toujours. C'est comme ça, peut-être qu'ils l'ont fait maladroitement, mais ça s'est fait comme ça. Il y avait eu des sanctions qui avaient été mises. Et moi, je me souviens au Sénat, les conséquences des sanctions, c'était contre les Européens. On était passé d'un échange entre l'Union européenne et la Russie de 600 milliards à 250. Et je me souviens, j'avais fait même voter au Sénat, à la demande du président Larcher, une résolution pour atténuer les sanctions contre la Russie, parce que ça se retournait contre les Français. Et j'avais eu, je rappelle ça, 303 sénateurs qui avaient voté pour ma résolution, contre 16 qui avaient voté contre. Parce qu'on s'est très bien compte que les sanctions qu'on a faites contre la Russie se retournent contre nous. Et là, quand arrive la guerre en Ukraine, les Américains, derrière tout ça, qui avaient tout prévu, si vous voulez, ils nous ont imposé, je vous donne le chiffre, le pays qui a eu le plus de sanctions, ce sont les Iraniens. 5000 sanctions. Eh bien, vous savez combien les Américains nous ont imposé à l'Europe, et l'Europe a suivi, mais plus que suivre, 19 500 sanctions. Ça se retourne contre nous. Et l'Europe, au lieu de rester, bien sûr qu'il fallait condamner l'arrivée de... Puisque, en plus, c'était fautif, l'Europe. C'était elle qui devait faire appliquer les accords de Minsk, elle n'a pas fait appliquer. Donc, qu'elle condamne l'utilisation militaire pour faire appliquer les accords de Minsk, tout à fait normal que l'Europe conteste. Et puis qu'elle marque aussi sa désapprobation. Mais qu'elle accompagne la politique de l'Amérique comme elle a fait, c'est pas digne. C'est pas digne parce qu'en plus l'Europe est un pays de la paix. Et là, on le voit très bien, elle est rentrée dans une logique de guerre. Elle a continué. Une logique de guerre, la pauvre logique de guerre, si vous voulez, qui se retourne contre les pauvres Ukrainiens d'ailleurs. Voilà. Et comment jugez-vous les 7 ans de présidence d'Emmanuel Macron sur cette question des rapports franco-américains? Est-il, autant qu'on le dit, dans les mains ou en tout cas avec un regard très favorable pour les intérêts américains?
Écoutez, je ne sais pas s'il est dans les mains, je ne sais pas ce qu'il fait, mais ce que je constate, c'est que d'abord, je vous dis, cette politique de la dette, avec je crois, les 200 milliards là, de bons de trésor, enfin, il faut vérifier le chiffre, mais c'est aussi, si vous voulez, Prenez un exemple, je vais dire un exemple un peu mondain. Prenez le nombre de chefs d'entreprise du chef d'entreprise du monde qu'a reçu Macron à l'Élysée. Pratiquement, vous savez que c'est un chef d'entreprise américain. Les chefs de BlackRock, de Blackstone, vous avez Elon Musk, vous avez Bill Gates plusieurs fois. Premier point. Deuxièmement, regardez, c'était le rapport du président du groupe LR à l'Assemblée nationale, de Marlex, le rapport Alstom, où on a vendu, enfin Macron en tant que, non pas ministre, en tant que banquier, a vendu des choses. Et puis il a continué. L'opération Astrid, qui est un système très français, qui, d'après ce que j'ai compris, aurait permis de pouvoir prendre les déchets nucléaires et puis nous permettre une indépendance énergétique sur longtemps, ça coûtait cher. On me dit qu'il en a fait cadeau à Bill Gates. Prenez l'exemple des entreprises, le nombre d'entreprises qui ont été vendues aux Américains en 2020. Alors j'ai les chiffres 2022 et 2023. On me dit qu'il y en a eu 224. C'est une entreprise critique. Moi, j'avais fait en 2011 avec le président Larcher comme co-rédacteur un rapport sur les entreprises critiques françaises qu'on protégeait. On ne voulait surtout pas les vendre aux Américains, ni à personne, ni aux Russes, ni à personne. Et là, il semblerait qu'on en a vendu, alors je n'ai pas le chiffre exact, ni quelles sont les entreprises, mais il faut travailler là-dessus, 224 entreprises en 2022. En 2023, 135. Si vous voulez, on s'interroge. Et puis, quand vous voyez le discours du président Macron, c'est toujours un narratif des Américains. On a l'impression d'avoir un perroquet qui reprend les arguments des Américains. Et c'est là, alors, on peut dire ce qu'on veut. C'est toujours difficile de dire que le président Macron fait la politique des Américains, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il a un strasbisme, c'est ça, je ne dis pas le métier, très pro-américain. Voilà. Alors, moi, je pense d'ailleurs que le Parlement, quel qu'il soit, peut-être qu'il y aura un nouveau Parlement, devrait s'interroger sur cette pénétration américaine, comme elle s'est interrogée sur la pénétration, sur les ingérences russes ou autres. Mais il faudrait qu'elle s'interroge aussi sur la pénétration américaine et sur le fait que ça peut avoir un effet sur leurs indépendances. Alors là-dessus, je crois qu'aussi, on ne peut pas travailler sur l'indépendance française sans travailler sur l'indépendance européenne. Et là, je crois que le drame que l'on vit à l'heure actuelle, on l'a encore vu avec les décisions qui ont été prises hier par les chefs d'État, sans tenir compte des résultats des élections, d'abord des élections européennes, et sans tenir compte aussi des prochaines élections qui arrivent en France ou ailleurs, ont pris des décisions. Quand vous pensez qu'ils ont nommé ce qu'on appelle les trois qui dirigent, c'est-à-dire un président de l'Europe qui sera portugais socialiste, qui est d'ailleurs poursuivi par la justice portugaise pour corruption, et là, il va être président de l'Europe. Vous avez Van Leyen qui est poursuivi également pour la corruption concernant sa stratégie vaccinale et autres, qui redevient président de la Commission européenne. Pour un deuxième Et mandat. vous avez en plus de ça, il nomme une personnalité des Pays-Bas, qui était Premier ministre, je crois, qui est d'un pro-russe extraordinaire, que même le président d'Estonie ne supporte plus parce qu'elle est complètement, il le considère complètement hystérique. Les Pays-Bas qui sont trois petits départements français qui voudraient nous imposer notre politique. Et là, il nomme comme responsable de la diplomatie européenne qui prend de plus en plus d'importance. Parce que la diplomatie européenne est un succès. Et c'est vraiment là celle qui représente la diplomatie européenne, qui impose la politique européenne à tous les pays européens. Mais au départ, on l'avait pris un petit peu de façon légère, mais là maintenant, c'est une fonction qui est très forte. On nomme cette personne. Mais je veux dire, on a l'impression que c'est un bureau de la CIA qui a nommé ces trois personnes. Enfin, je caricature en disant ça. Mais c'est terrible, si vous voulez. Alors évidemment, il va y avoir le vote au Parlement le 19 juillet. Mais les trois groupes qui continuent à diriger, c'est-à-dire le PPE, les socialistes et les libéraux, qui sont maintenant de moins en moins forts. En plus de ça, avec le couple franco-allemand, dont le président le chancelier Scholz, qui n'a même pas fait 10% des voix dans sa majorité, alors que l'extrême droite est devant, le PPE est loin devant lui. Et pareil en France, vous avez un président qui n'a même pas fait 14%. Et ce sont eux qui sont déconnectés de leur pays, déconnectés de l'électorat de l'Europe. Et ce sont eux qu'il faut actuellement, qui mettent en place une structure qui va être déconnectée de l'Europe, mais qui va diriger l'Europe. Et là, on se rend compte, si vous voulez, qu'il y a une faiblesse, si vous voulez, une faiblesse plus que démocratique, une faiblesse démocratique très forte de la France, des pays européens et de l'Union européenne.
Alors derrière, on peut dire, oui, c'est un bureau de la CIA qui organise ça, on peut dire ça en plaisantant, mais on n'a aucune preuve. Mais par exemple, ce que je sais, c'est que vous n'avez aucune, déjà la commission précédente, vous n'avez aucun commissaire européen qui n'est pas nommé sans qu'il soit accepté par les autorités américaines. Et là, ça va être pareil maintenant. Alors peut-être en Italie encore vrai. C'est là où on se rend compte, si vous voulez, que l'Amérique très intelligente investit dans les pays, pénètre les pays comme la France ou autre, mais c'est que le pouvoir n'est plus dans les pays et le pouvoir est à Bruxelles. Et donc là, ils ont investi le pouvoir bruxellois. Et on a l'impression que vraiment la Commission européenne n'est qu'une annexe, si vous voulez, des pouvoirs américains. On a l'impression que les décisions ne se prennent plus à Bruxelles, mais se prennent à Washington. Bah écoutez, merci beaucoup parce que c'était très clair et nous sommes arrivés au jour d'aujourd'hui, puisque effectivement, au moment où vous tournez cette vidéo, nous venons d'apprendre que le trio que vous venez de décrire a été nommé pour les 5 prochaines années à la tête des institutions européennes. Pour l'instant, effectivement, il y aura un vote du Parlement européen, puis peut-être que les changements politiques en France infléchiront un peu cette politique. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et pour votre témoignage. Merci Yves Pozzo di Borgo. Merci à vous. Merci. Très bien.